Voici la leur. Il existe des noms qui gèlent le sang dans les veines. Des noms que l'on prononce à voix basse, comme si les dire trop fort pouvait faire revenir quelque chose de sombre. Quelque chose que le monde aurait préféré ne jamais connaître. Jeffrey Dahmé est l'un de ces noms. Entre 1978 et 1991. Dans les rues tranquilles de Milwaukee, Wisconsin, et dans l'Ohio, un homme assassine 17 personnes. 17 hommes et adolescents. Des jeunes gens qui avaient des rêves, des familles, des visages. Des jeunes gens qui ont croisé le chemin d'un homme ordinaire en apparence et qui ne sont jamais rentrés chez eux. Ce que Jeffrey Dahmé faisait de ses victimes dépasse les limites de ce que l'esprit humain accepte ordinairement de concevoir. Il ne se contentait pas de tuer, il effaçait toute trace de leur passage. Il conservait des souvenirs de leur existence. D'une manière que les psychiatres qui l'ont examiné ont unanimement qualifié de symptôme d'une déréalité profonde et d'une incapacité totale à percevoir autrui comme un être humain. Surnommé le cannibale de Milwaukee, ou le monstre de Milwaukee, son cas a durablement fasciné et révulsé le monde entier, révélant au passage des défaillances systémiques de la police américaine, une dimension raciale troublante dans le traitement de l'affaire, et la question qui hante encore aujourd'hui tous ceux qui s'y intéressent. Comment un tel homme a-t-il pu sévir pendant 13 ans, sans être arrêté? Voici l'histoire de Jeffrey Dahmé. Une histoire vraie et terrifiante. Jeffrey Lionel Dahmé voit le jour le 21 mai 1960, à Milwaukee, Wisconsin. Son père, Lionel Herbert Dahmé, est chimiste de recherche, diplômé de l'université Marquette, un homme sérieux, studieux, souvent absent. Sa mère, Joyce Annette Dahmé, est hypocondriaque et dépressive, exigeant une attention constante, passant de plus en plus de temps allongée dans sa chambre, laissant les enfants livrés à eux-mêmes. Elle tentera même de mettre fin à ses jours par une overdose de médicaments. Dans ses premières années, Jeffrey est décrit comme un enfant énergique et heureux. Mais tout change peu avant ses 4 ans. Une opération chirurgicale pour une double hernie inguinale laisse une trace invisible mais profonde. Après cette intervention, quelque chose en lui se referme. Il devient plus sombre, plus renfermé, plus distant. Un professeur de primaire remarquera des signes d'abandon chez cet enfant silencieux qui observe le monde depuis les marges. La famille déménage plusieurs fois, jusqu'à s'installer en 1968 dans une maison de Bath Township, Ohio, entourée d'un grand terrain boisé. C'est là, dans cette maison isolée, que les premières manifestations inquiétantes de la personnalité de Jeffrey commencent à se révéler. Dès l'âge de 4 ans, il est fasciné par les os d'animaux que son père retire de sous la maison lors de travaux. Il commence à collectionner des squelettes, à conserver des insectes dans des bocaux, à s'intéresser de manière obsessionnelle à la biologie des corps. Son père, interprétant tout cela comme de la simple curiosité scientifique, lui enseigne certaines techniques de conservation, des techniques que Dahmé réutilisera plus tard, sur des êtres humains. En 1975, Jeffrey a 13 ans. Les comportements qu'il manifeste envers les animaux trahissent une fascination morbide pour la mort et pour ce qui se passe après. Des signaux d'alarme que personne autour de lui ne sait ou ne veut décrypter. À l'adolescence, il découvre son homosexualité dans le silence et la honte, et commence à développer des fantasmes de domination totale, des pensées qu'il ne partage avec personne, qui grandissent dans l'obscurité de sa chambre, en silence, pendant des années. À 16 ans, les impulsions violentes commencent à pointer. L'alcool devient son refuge dès l'âge de 14 ans, sa béquille quotidienne, son seul moyen de faire taire ce qui gronde en lui. Ses notes s'effondrent. Il devient le clown de la classe, riant à l'extérieur, mourant à l'intérieur. Et puis, en mai 1978, le détonateur final. Ses parents divorcent dans un chaos acrimonieux. Sa mère quitte le domicile avec son frère cadet David. Son père s'installe dans un motel. Et Jeffrey, qui vient tout juste de fêter ses 18 ans, se retrouve entièrement seul dans cette grande maison silencieuse. Sans soutien, sans repère, sans personne. Quelques semaines plus tard, il commet son premier crime. 18 juin 1978.
3 semaines après son diplôme du lycée Révéré de Bath Township. Jeffrey Dahmé roule sur une route de l'Ohio quand il aperçoit un autostoppeur sur le bord de la route. Un jeune homme de 18 ans, souriant, se rendant à un concert au Chippewa Lake Park. Il s'appelle Stephen Markix. Dahmé s'arrête. Il l'invite chez lui, pour quelques bières. Stephen accepte. Les heures passent, la musique joue, les bières se vident. Et puis Stephen dit qu'il doit partir. Dahmé ne veut pas le laisser partir. Ces 6 mots, prononcés dans le silence d'une maison vide, résument peut-être mieux que n'importe quelle analyse psychiatrique ce qui se passe dans l'esprit de Jeffrey Dahmé à cet instant. Il ne veut pas que l'autre parte. Il agresse Stephen X par derrière. L'attaque est brutale, soudaine, fatale. Dans les jours qui suivent, Dahmé efface méthodiquement toute trace de ce qui s'est passé dans cette maison, avec une froideur et une organisation qui tranchent de manière glaçante avec son âge. Jeffrey Dahmé a 18 ans, et après ce premier crime, il ne tue plus pendant 9 ans. Novembre 1987. Dahmé rencontre Stephen Tuomi dans un bar de Milwaukee. Un jeune homme de 25 ans. Il l'emmène à l'hôtel Ambassador, le drogue, et se réveille le lendemain matin face à une réalité qu'il ne peut plus ignorer. Stephen Tuomi est mort. Plutôt que d'appeler la police, Dahmé fait disparaître toute trace de ce qui s'est passé. Avec la même froideur méthodique que 9 ans plus tôt, dans la maison de Bath Township. Ce moment, selon ses propres déclarations aux enquêteurs, est le tournant décisif. Après Stephen Tuomi, il cesse tout effort pour contrôler ses pulsions. La machine est lancée, et elle ne s'arrêtera plus. En janvier 1988, il attire chez sa grand-mère James Dockstator, 14 ans, un jeune Amérindien, lui promet $50 et le tue. En mars 1988, il tue Richard Guerrero, 22 ans. Même méthode, même fin. Sa grand-mère, lasse des odeurs inhabituelles provenant du sous-sol, de ses sorties tardives, de son alcoolisme, lui demande de partir en septembre 1988. Dahmé emménage dans un appartement. Et 2 jours après son emménagement, il attire un garçon laotien de 13 ans, Somsak Saint-Azonphone, sous prétexte de photos, le drogue et le soumet à une agression sexuelle. Le garçon parvient à rentrer chez lui. Ses parents appellent la police. Dahmé est arrêté, mais il n'est pas encore fait. En mars 1989, en attendant son jugement, il commet un autre meurtre. Anthony Searse, 24 ans, un aspirant mannequin. À son procès en mai 1989, Dahmé plaide lui-même sa cause avec une persuasion glaçante, affirmant que son arrestation marque un tournant dans sa vie. Le juge, convaincu, prononce une peine légère, et Dahmé est libéré après seulement 10 mois. En mars 1990. En mai 1990, Dahmé emménage dans ce qui deviendra l'une des adresses les plus tristement célèbres de l'histoire criminelle américaine. L'appartement 213, au 924 North 25 TH Street, dans les Oxford Apartments, un immeuble à loyer modéré du quartier du Near West Side de Milwaukee. C'est ici, dans cet appartement ordinaire aux murs fins, que Dahmé commet 12 de ses 17 meurtres. En 13 mois à peine. Sa méthode est désormais parfaitement rodée. Il repère ses victimes dans des bars gays, des centres commerciaux, des arrêts de bus, des salles d'arcade. Il leur propose de l'argent ou du sexe, les ramène chez lui, leur offre une boisson mélangée à des somnifères à dissolution rapide. Et attend. Une fois la victime inconsciente, il passe à l'acte. Ce qui se passe ensuite dans cet appartement dépasse les limites de ce que nous décrirons ici dans le détail. Les psychiatres et les enquêteurs qui ont examiné ce dossier ont unanimement conclu à une dissociation psychique totale. Un homme incapable de percevoir ses victimes comme des êtres humains, les traitant comme des objets, comme des extensions de lui-même, cherchant à les garder, à les posséder, d'une manière que seule une psychose profonde peut expliquer. Il documente méticuleusement ses actes à travers des centaines de photographies.
projette de construire un hôtel personnel. Un endroit, dit-il aux enquêteurs, où il pourrait se sentir chez lui. À partir de 1990, les crimes deviennent de plus en plus élaborés. Damé tente d'utiliser des substances chimiques pour altérer l'état de conscience de certaines victimes encore en vie, espérant les soumettre entièrement à sa volonté. Ces tentatives, toutes vouées à l'échec, témoignent d'une déréalité croissante. D'un homme qui a définitivement perdu tout contact avec les limites que la société impose aux individus. Errol Lindsay, 19 ans, survit momentanément à l'une de ses tentatives, se réveille et demande simplement « J'ai mal à la tête, quelle heure est-il ?» Avant de perdre la vie peu après. Les victimes se succèdent. Raymond Lamont Smith, 33 ans. Edward W. Smith, 27 ans. Ernest Miller, 22 ans. David Thomas, 22 ans. Curtis Trotter, 17 ans. Errol Lindsay, 19 ans. Tony Anthony Hughes, 31 ans, un homme sourd et muet. Et puis, Conrack Saint-Azonphone, 14 ans, le frère cadet du garçon que Damé avait agressé en 1988. 27 mai 1991. C'est l'épisode le plus emblématique, le plus douloureux, le plus révoltant de toute cette affaire. Une voisine de Damé, Sandra Smith, appelle la police. Elle signale qu'un adolescent asiatique, nu, désorienté, blessé, erre dans la rue. 3 policiers arrivent sur les lieux. Damé, sorti de son appartement pour récupérer sa victime, les accueille avec un calme désarmant. Il explique que le garçon est son petit ami de 19 ans, qu'ils ont eu une dispute de couple, que tout va bien. 2 voisines, Glenda Cleveland et sa fille, s'approchent des policiers. Elles insistent, ce garçon est manifestement un mineur. Il est blessé, il perd connaissance par moments. Les policiers ne les écoutent pas. Ils font confiance à Damé, un homme blanc, calme, rassurant, dans un quartier pauvre à majorité noire. Plutôt qu'aux témoins qui s'alarment. Ils reconduisent le garçon dans l'appartement, jettent un regard superficiel dans les lieux, sans remarquer les photos de victimes éparpillées dans la pièce, sans remarquer qu'un autre homme était déjà mort dans cet appartement, et repartent, en disant à Damé de prendre soin du garçon. Ce garçon, c'est Conrack Saint-Azonphone, 14 ans, le frère du garçon que Damé avait agressé en 1988. Damé l'avait drogué, mais pas encore tué. Dès que les policiers franchissent la porte, il met fin à sa vie. Les 2 officiers responsables de cet échec sont licenciés en 1991, puis réintégrés par une commission arbitrale en 1994, suscitant une vague d'indignation nationale. Glenda Cleveland, la voisine qui avait tenté d'alerter la police, reçoit des excuses officielles de la ville de Milwaukee. Des excuses pour une vie qu'on aurait pu sauver. 22 juillet 1991. Dans la nuit chaude de Milwaukee, 2 policiers interceptent dans la rue un homme de 32 ans, Tracy Edwards, qui marche avec des menottes pendant à son poignet. Les yeux écarquillés, le souffle court. Il leur raconte qu'un homme l'a drogué, retenu prisonnier, menacé avec un couteau. Les officiers le suivent jusqu'à l'adresse qu'il leur indique. L'appartement 213, au 924 North 25 TH Street. Damé ouvre la porte, calme, souriant, proposant d'aller chercher les clés des menottes. Un policier entre dans la chambre pour vérifier les déclarations d'Edwards. Et s'arrête net. Des photographies, des dizaines de photographies, éparpillées sur le sol, documentant des actes d'une nature si extrême que le policier mettra plusieurs secondes à comprendre ce qu'il regarde. Damé est maîtrisé immédiatement. Selon les témoins, il murmure alors « Pour ce que j'ai fait, je mérite de mourir ». Ce que les enquêteurs découvrent ensuite dans cet appartement constitue l'une des scènes de crime les plus saisissantes de l'histoire judiciaire américaine. Des restes humains conservés de multiples façons. Des preuves documentant chaque étape de crime commis sur une période de 13 mois. Un appartement ordinaire,
transformé en lieu de l'indicible. Nous ne détaillerons pas ici l'inventaire précis de ce que les enquêteurs ont trouvé, car certaines réalités méritent d'être nommées sans être étalées. Ce qu'il faut retenir, c'est que 17 vies se trouvaient condensées dans cet espace de quelques dizaines de mètres carrés, réduits à des preuves, à des numéros de dossier, à des noms sur une liste d'inculpation. Damé coopère intégralement avec les enquêteurs. Il avoue tout. 17 meurtres. Dans une longue série d'interrogatoires d'une précision qui glace le sang. Comme si quelque chose en lui était enfin soulagé. Il y a un aspect de cette affaire que l'histoire retient trop rarement, ou pas assez. La dimension raciale. Sur les 17 victimes de Jeffrey Damé, la grande majorité sont des hommes de couleur. 8 Afro-Américains, 2 Latino-Américains, un Amérindien, 3 d'origine asiatique, et seulement 2 victimes blanches. Cette réalité soulève une question que chercheurs, observateurs et familles de victimes ont posée ouvertement depuis 1991. Si les victimes avaient majoritairement été blanches, le système judiciaire et policier aurait-il répondu différemment et plus rapidement? L'incident avec Conrack Saint-Azonphone apporte une réponse troublante à cette question. 3 policiers ont observé un adolescent d'origine asiatique, blessé, désorienté, manifestement en danger, et ont choisi de faire confiance à l'homme blanc qui souriait dans l'encadrement de la porte, plutôt qu'aux femmes noires qui s'alarmaient dans la rue. Les sociologues et criminologues qui ont étudié cette affaire s'accordent sur un point. Ce n'est pas la malveillance consciente qui explique ces choix. C'est quelque chose de plus insidieux. Des biais institutionnels profondément enracinés. Une tendance systémique à accorder moins de crédit aux signalements impliquant des victimes issues de communautés marginalisées, et à percevoir différemment la dangerosité d'un suspect selon sa couleur de peau. Cette dimension de l'affaire Damé reste l'une de ses leçons les plus douloureuses, et les plus nécessaires à entendre. Car derrière chaque victime ignorée, chaque signalement classé sans suite, chaque appel à l'aide minimisée, il y a un système qui n'a pas accordé la même valeur à toutes les vies. 13 janvier 1992. Le procès de Jeffrey Damé s'ouvre à Milwaukee, sous des mesures de sécurité draconiennes. Une cloison de verre par balle de 2,40 m sépare Damé du public. La composition du jury, avec un seul juré noir pour 12 membres, provoque des tensions immédiatement contenues. Damé modifie son plaidoyer initial de non coupable en coupable, mais non coupable par raison de maladie mentale. Sa défense fait valoir que ces actes constituent la preuve irréfutable d'un esprit dérangé. Plusieurs psychiatres diagnostiquent un trouble de la personnalité borderline, un trouble schizotypique, un trouble psychotique. Ses avocats soutiennent qu'il souffrait de paraphilie si sévère qu'elles altéraient son libre arbitre. Mais la couronne contre-attaque avec une logique implacable. Damé planifiait ses crimes avec méthode. Il manipulait ses victimes avec une ruse calculée. Il s'assurait que personne ne l'observait lors de ses actes. Il dissimulait ses preuves de manière systématique. Ses comportements ne sont pas ceux d'un homme qui a perdu tout discernement. Ce sont ceux d'un homme qui sait exactement ce qu'il fait, et qui choisit de continuer. Le 15 février 1992. Après 10 heures de délibération, le jury rend son verdict. Coupable et légalement sain d'esprit. Sur 15 des 16 chefs d'inculpation. Le 17 février 1992. Jeffrey Damé est condamné à 15 peines de prison à vie consécutive, soit 957 ans d'emprisonnement, sans possibilité de libération conditionnelle. En mai 1992. Une 16e peine à vie est ajoutée pour le meurtre de Stephen X, commis en Ohio en 1978. Lors de son allocution, Damé prend la parole. Sa voix est posée, presque douce. « Je sais que la société ne pourra jamais me pardonner, » dit-il. « Je sais que les familles des victimes ne pourront jamais me pardonner pour ce que j'ai fait. Je promets que je prierai chaque jour pour demander leur pardon. Quand la douleur s'atténuera. Si jamais elle s'atténue. » Damé est incarcéré à la Columbia Correctional Institution de Portage, Wisconsin. D'abord placé à l'isolement pour sa propre protection.
Il s'adapte progressivement, se convertit au christianisme, reçoit la visite régulière de son père, est baptisé par un pasteur local et demande à plusieurs reprises à rejoindre le quartier général de la prison, affirmant qu'il mérite d'être parmi les autres détenus. Le 28 novembre 1994, Damé est affecté à une corvée de nettoyage avec 2 autres détenus condamnés pour meurtre, Christopher Scarvey et Jesse Anderson. Laissé seul par les gardiens, Scarvey met fin à la vie des 2 hommes. Jeffrey Damé est déclaré mort environ 1 heure après l'incident. Il n'a que 34 ans. En 2015, interrogé par le New York Post, Scarvey déclare avoir été profondément perturbé par les crimes de Damé et soutient que les gardiens avaient délibérément laissé les 3 hommes seuls. La mère d'une des victimes, Catherine Lassie, déclare à la presse ces mots qui résument peut-être mieux que toute l'absurdité de cette fin. Sa mort ne m'apporte aucune paix. La douleur est pire maintenant, parce qu'il ne souffre plus comme nous. Avant de conclure cette histoire, il faut prononcer leurs noms, pas seulement ceux que les médias retiennent, pas seulement les cas les plus emblématiques, tous les noms, parce que derrière chaque nom, il y a une vie, une famille, un visage. Stephen Mark X, 18 ans, Ohio, 1978. Stephen Walter Tuomi, 25 ans, 1987. James Edward Oxtator, 14 ans, janvier 1988. Richard Guerrero, 22 ans, mars 1988. Anthony Sears, 24 ans, mars 1989. Raymond Lamont-Smith, 33 ans, mai 1990. Edward W. Smith, 27 ans, juin 1990. Ernest Miller, 22 ans, septembre 1990. David C. Thomas, 22 ans, septembre 1990. Curtis Durrell-Strotter, 17 ans, février 1991. Errol Lindsay, 19 ans, avril 1991. Tony Anthony Hugues, 31 ans, mai 1991. Conrac Saint-Azonphone, 14 ans, mai 1991. Matt Turner, 20 ans, juin 1991. Jérémia Weinberger, 23 ans, juin 1991. Oliver Lassie, 24 ans, juillet 1991. Joseph Arthur Bradoft, 25 ans, juillet 1991. 17 vies, éteintes dans un appartement ordinaire, au 213, North 25 TH Street, Milwaukee, Wisconsin. L'affaire Damé a engendré un corpus culturel et académique considérable. En 1993, l'écrivain Brian Master publie The Shrine of Jeffrey Damé, une analyse exhaustive du personnage. En 2002, le film Damé, avec Jeremy Renner dans le rôle titre. En 2012, le documentaire The Jeffrey Damé Files. En 2017, My Friend Damé, adapté de la bande dessinée autobiographique de John Bagderf, ancien camarade de lycée de Damé, qui raconte avec une précision glaçante les signes avant-coureurs que personne n'avait su ou voulu voir. Et en septembre 2022, la série Netflix Damé, Monster, The Jeffrey Damé Story, co-créée par Ryan Murphy, avec Evan Peters dans le rôle titre, devient l'une des séries les plus regardées de l'histoire de la plateforme, ravivant le débat sur les limites éthiques de la fiction inspirée de crimes réels. Plusieurs familles de victimes s'élevant publiquement contre ce qu'elles perçoivent comme une exploitation de leur douleur. Sur le plan criminologique, l'affaire Damé a profondément influencé la manière dont les autorités américaines abordent désormais les signaux d'alarme précoces. Les biais institutionnels dans la réponse policière aux disparitions de personnes issues de communautés marginalisées, et le rôle des troubles mentaux non traités dans l'émergence de comportements criminels extrêmes. Jeffrey Damé est mort le 28 novembre 1994, à 34 ans, dans une prison du Wisconsin. Une fin brutale,
pour un homme qui avait infligé la brutalité à 17 autres. Mais cette fin ne referme pas le livre. Elle ne répare pas les familles brisées. Elle ne rend pas la vie à Stephen X, à Conrad Saint-Azophone, à Tony Hughes, ni à aucun des 14 autres. Elle ne répond pas non plus aux questions qui demeurent. Comment une société laisse-t-elle un homme tuer pendant 13 ans, sans que personne ne le voie vraiment? Comment un système judiciaire rend-il la liberté à un homme dangereux, parce qu'il a bien parlé devant un juge? Comment 3 policiers peuvent-ils ignorer un adolescent blessé et en danger, et rentrer chez eux ce soir-là, dormir paisiblement, et conserver leur emploi pendant des années? Ces questions n'ont pas de réponse simple. Elles parlent d'un système, de préjugés qui coûtent des vies, d'une indifférence qui porte un nom, même si personne n'aime le prononcer. Jeffrey Dahmer est une figure de l'horreur absolue. Mais l'horreur absolue ne surgit jamais du néant. Elle grandit dans les angles morts, dans les silences, dans les regards détournés, dans les signaux ignorés, dans les vies que l'on juge moins dignes d'être sauvées que d'autres. C'est peut-être ça, la leçon la plus difficile de cette affaire. Pas le monstre, mais le monde qu'il a laissé exister. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette histoire. Si elle vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, partagez-la autour de vous. Abonnez-vous à Enquête criminelle pour ne manquer aucun épisode. Et rendez-vous très bientôt pour plonger ensemble dans une nouvelle affaire. Jusqu'alors, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.